Bienvenue à tous pour cette deuxième série de webinaires organisée par le DU de l'Université de Corse. Je voudrais tout d'abord, bien évidemment, remercier nos partenaires de FrenchTooth et aussi, bien évidemment, Geßlich, la société Geßlich et la société IPP Pharma, sans qui ce webinaire n'aurait pas été possible. Voilà, donc j'aurai l'honneur de modérer cette deuxième série de webinaires en compagnie de mon ami Jean-Michel Ferrandi, que vous connaissez déjà. Hein. Alors, aujourd'hui, nous recevons Jean-Louis Giovanoli, qui, comme vous le savez, on ne le présente plus déjà, et il est conférencier international et ancien membre du bureau de la Fédération européenne de parodontologie. Alors, Jean-Louis, en fait, il y a quelques années, il a rejoint la terre de ses ancêtres en intégrant l'équipe enseignante du DU d'implantologie de l'Université de Corse et il a pris la direction de l'unité de paro-implantologie, aidé en cela dans la gestion de cette unité par nos amis Lucien Pergola et Daniel Soussan-Casanova. Donc, grâce à son expérience immense, Jean-Louis nous fait profiter des dernières possibilités de traitement, de prise en charge des maladies périimplantaires pour le plus grand bénéfice de nos étudiants qui nous écoutent sûrement, et je les salue, et de nos patients. Donc aujourd'hui, Jean-Louis va nous parler donc de la prise en charge du traitement des périimplantites, des critères de décision. Et c'est vraiment un spécialiste de la question. J'en veux pour preuve que le succès qu'a connu le livre traduit en plusieurs langues qu'il a publié il y a quelques années avec Stéphane Ranvert. Donc, je vais lui laisser la parole. D'abord, je passe la parole à Jean-Michel qui va sûrement nous dire quelques mots. Juste vous faire un petit bonjour. Je suis très heureux moi aussi, donc c'est mon quatrième webinaire aujourd'hui, donc de partager ça avec Pascal et Jean-Louis sur cette plateforme Plein de Souffle. Je voulais vous dire simplement que je vais essayer de relayer un peu vos questions, qu'il faudrait les poser assez rapidement par rapport aux diapos pour qu'on ne soit pas en décalé par rapport au sujet, et certaines on les réservera pour la conclusion. Voilà. Jean-Louis. Alors, attendez, avant que tu commences, Jean-Louis, en cas de problème technique, il est préférable que vous vous connectiez en utilisant Google Chrome. Voilà, Jean-Louis, je te laisse la parole. Ok, bien, bonjour mes chers amis, je suis très heureux de vous retrouver en cette période de confinement. C'est vrai qu'on parle beaucoup aujourd'hui du coronavirus et que c'est le thème d'actualité qui nous préoccupe tous, que maintenant il va falloir apprendre à se protéger et surtout à protéger nos patients. Moi, je suis un ancêtre, j'ai commencé à exercer il y a presque 50 ans et c'est vrai que mes premières activités où j'ai pratiqué la chirurgie, je fais de la chirurgie sans gants, je suis donc de l'époque avant le latex. Et puis, à la suite de certains risques qu'il y avait à contaminer et nos patients et les praticiens, surtout les patients, on a appris à éviter la contamination par le sang, en particulier, bien sûr, pour éviter la transmission du VIH. Et aujourd'hui, il va aussi falloir apprendre ce qui risque de rendre les choses un petit peu plus compliquées, la contamination par l'air, puisqu'on sait que le coronavirus ne se transmet pas par le sang, mais se transmet par l'air. Donc, c'est toute la difficulté. Et c'est vrai que de parler un peu de chirurgie buccale aujourd'hui sans savoir exactement dans quelles conditions on va pouvoir pratiquer à l'avenir peut poser quelques questions, mais on peut espérer qu'on disposera très rapidement d'un vaccin qui nous permettra de revenir à l'exercice que l'on aime. Bien, mes chers amis, comme vous le savez, personne ne peut discuter la fiabilité aujourd'hui des implants et contester le fait que l'implantologie est sûrement le meilleur moyen de traiter aujourd'hui tous les types d'édentement. On sait aussi qu'à moyen et à long terme, on peut rencontrer des problèmes et des complications, et en particulier des complications d'origine infectieuse.
à partir d'un modèle clinique comme celui-ci qui est inspiré de la gingivite expérimentale de Leu des années 60, on sait que si on demande à un patient implanté de ne pas se brosser les dents, il va, au bout de 3 semaines, développer une inflammation très marquée autour des implants, que l'on va qualifier de mucosite, dans le cas présent de mucosite expérimentale. Et on sait que cette mucosite, à partir de toutes les études sur l'éthiopathogénie des maladies périimplantaires, est une maladie inflammatoire d'origine infectieuse qui présente énormément d'analogies avec la gingivite. On sait que certaines mucosites, comme certaines gingivites, peuvent évoluer dans le temps en parodontite ou en périimplantite. Ce que l'on sait aujourd'hui, personne ne peut contester cette affirmation, c'est qu'il y a un continuum entre l'état de santé périimplantaire et la perte de l'implant qui passe par le stade de la mucosite et de la périimplantite. C'est très important de bien le comprendre parce que d'un point de vue thérapeutique, il est évident que pour nos patients, il est souhaitable de pouvoir diagnostiquer au plus tôt la mucosite pour éviter que cette mucosite n'évolue en périimplantite, et que l'on verra aujourd'hui et que l'on sait que autant toutes les études aujourd'hui nous montrent la fiabilité des techniques du traitement de la mucosite, autant dans le traitement de la périimplantite, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Louis, excuse-moi de vous interrompre, mais Oui. est-ce que tu peux nous dire 2 mots quand même sur la prise de décision quant à l'utilisation d'un traitement implantaire chez les patients qui présentent des parodontites, et quel est le degré de parodontite acceptable, quel est le degré de parodontite qui n'est pas acceptable pour poser des implants? Bien sûr, et ça va être l'objet d'une grande partie de ma présentation. Comme je viens de vous l'affirmer, les maladies périimplantaires, mucosite et périimplantite, sont des maladies inflammatoires d'origine infectieuse qui sont dues à la présence de bactéries pathogènes. Ce que l'on sait, c'est que tous les individus, ça c'est vraiment un thème d'actualité aujourd'hui avec ce qui nous arrive, c'est que tous les individus ne sont pas égaux et que chaque individu se caractérise par sa propre susceptibilité à l'infection. Cette susceptibilité à l'infection, ce qu'on appelle la réponse de l'hôte à l'infection, est déterminée par l'existence de facteurs de risque dits généraux. Ces facteurs de risque généraux peuvent être classés en 3 catégories. Il y a d'abord et avant tout les facteurs de risque génétiques. Génétiquement, on n'est pas tous pareils. Des facteurs de risque dits acquis qui sont liés à l'existence de certaines maladies qui peuvent influencer la réponse à l'infection, comme les immunodépressions, comme les maladies inflammatoires, comme le diabète, qui est sûrement la maladie qui a été le plus documentée dans ce domaine, et les facteurs de risque dits environnementaux, c'est-à-dire toutes les agressions que peut recevoir le patient, en particulier la consommation de tabac. Nous, chirurgiens dentistes, on est relativement désarmés pour influencer ces facteurs de risque généraux. Ça veut dire que notre travail va consister à essayer d'aménager les conditions locales, ce qu'on appelle les facteurs de risque locaux. Les facteurs de risque locaux, ce sont toutes les conditions autour de l'implant qui vont influencer et la pathogénicité de la flore autour des implants et la charge bactérienne. Par exemple, en parodontie, on sait que plus vous allez avoir une poche profonde, plus vous allez avoir présence de bactéries pathogènes, et que donc un des objectifs du traitement parodontal sera de réduire la profondeur de poche. C'est la même chose autour des implants. Plus vous allez avoir une poche profonde autour d'un implant, plus vous risquez d'avoir présence de bactéries pathogènes. Ces facteurs de risque locaux concernent d'abord et avant tout le système implantaire et l'implant lui-même, avec toutes ses caractéristiques, la connectique, le dessin, l'état de surface. Ça va bien sûr concerner la position de l'implant. Certaines positions, comme l'existence de déhiscence vestibulaire, vont favoriser la progression des maladies périimplantaires. Ça va concerner le dessin de la prothèse. On sait que la morphologie de la prothèse est déterminante et comme en dentisterie conventionnelle, il faut toujours que la prothèse permette une accessibilité totale aux instruments d'hygiène pour faire que le patient puisse assurer une maintenance efficace. Ça va concerner les conditions muqueuses, on va en parler parce qu'on sait aujourd'hui qu'il faut disposer d'une hauteur minimum de muqueuse kératinisée autour des implants qui soit stable mécaniquement pour garantir ce bon contrôle de plaque. Et ça va surtout concerner l'état de santé parodontal du patient. Aujourd'hui, effectivement, tout le monde est d'accord pour dire que c'est le facteur de risque principal en périimplantologie
et qu'il est d'autant plus important que la majorité des patients implantés aujourd'hui sont des patients qui ont perdu leurs dents à la suite de l'évolution de maladies parodontales. Ça veut donc dire qu'en termes de prévalence des maladies périimplantaires, c'est une notion, un diagnostic essentiel à réaliser avant même la pose du premier implant chez nos patients. D'un point de vue diagnostique, on peut utiliser tous les moyens qu'on utilise en parodontologie pour évaluer un état de santé tissulaire, en particulier, bien sûr, la sonde parodontale avec le niveau de perte d'attache autour de l'implant. Mais pour résumer, on peut dire qu'il y a deux éléments essentiels qui vont nous permettre de poser le diagnostic. C'est d'abord l'examen radiographique, et on sait que quand on a une inflammation autour d'un implant sans qu'il y ait de perte osseuse, on va parler de mucosite. Cette inflammation va se diagnostiquer à partir de la présence d'un saignement au sondage. Si maintenant, oui. Je voulais te demander, pour le sondage, justement, quelle sonde tu utilises pour être efficace au niveau du sondage? Alors, la difficulté du sondage, effectivement, est souvent liée à la présence de la suprastructure prothétique. C'est la raison pour laquelle on utilise souvent des sondes qui sont en plastique, souples comme ceci, pour faciliter ce sondage. Il est évident que, d'un point de vue presque académique, si on veut vraiment avoir un sondage qui soit précis, il est toujours souhaitable de pouvoir déposer la prothèse. C'est très, très difficile de faire un sondage efficace en présence de la suprastructure prothétique. Toujours est-il que ce sondage va d'abord nous donner la profondeur de poche, mais va surtout diagnostiquer la présence, l'existence donc d'un saignement au sondage. Si donc on a un saignement au sondage seul, on parlera de mucosite. Si on a un saignement au sondage qui est associé à une perte osseuse qu'on va diagnostiquer radiographiquement, on parlera de périimplantite. Dans les deux cas présents, on voit que le diagnostic a été confirmé par une entrée chirurgicale qui a permis de confirmer la morphologie osseuse résiduelle autour des implants. Bien. Est-ce qu'on a d'autres outils comme le cone-beam pour la perte osseuse, ou tu te réfères uniquement en radio? Comme vous le savez, c'est très, très difficile de faire un diagnostic parodontal avec un cone-beam, et c'est aussi très difficile de faire un diagnostic périimplantaire avec un cone-beam. Le gros avantage du cone-beam, c'est que ça va nous permettre de dépister la présence de déhiscence vestibulaire, par exemple. Là, il n'y a qu'avec le cone-beam qu'on pourra vraiment le diagnostiquer. Mais ce n'est pas un outil qu'on va utiliser couramment pour faire un diagnostic de maladie périimplantaire. Une fois de plus, c'est la sonde qui est l'instrument le plus important. Ok, merci. Ok. En termes de périimplantite, je ne suis bien sûr pas venu ici pour affoler tout le monde, mais il faut accepter que c'est la réalité que je suis en train de vous présenter. Ça, c'est la première revue systématique de la littérature qui a été publiée donc par Tord Berglund et Nicolas Zisman, et qui nous montre que si on considère qu'à 5 ans, nos patients présentent un saignement au sondage sans perte osseuse, c'est-à-dire qu'ils présentent une mucosite, ça concerne 79% des patients. Je dis bien 79% des patients. Plus de 3 sur 4 patients implantés, ce qui correspond à 50% des implants. Un implant sur 2 à 5 ans va présenter un saignement au sondage. Si maintenant on s'intéresse à la périimplantite, c'est-à-dire qu'on cherche à détecter les pertes osseuses associées à ce saignement au sondage, là, bien sûr, on a moins d'homogénéité des résultats compte tenu du nombre relativement d'études longitudinales qui ont été réalisées. On considère que l'on a 42% des patients qui vont présenter des périimplantites à 5 ans et 27% des implants. C'est donc des chiffres qui sont extrêmement importants. Il y a bien sûr d'autres études qui nous donnent d'autres chiffres, mais globalement, on peut considérer que l'on peut se fier à ces études longitudinales qui ont été réalisées. Alors Jean-Louis, moi j'ai une petite question là. Quand on va planifier donc un traitement implantaire, est-ce que, au vu de ce que tu viens de nous dire, on doit essayer de limiter le nombre d'implants utilisés? Je ne pense pas qu'il y ait une influence. Je ne pense pas qu'on ait pu démontrer que le nombre d'implants utilisés pouvait influencer l'apparition des maladies périimplantaires. À ma connaissance, je n'ai pas connaissance d'une étude de ce genre. Ce qui est important, en tout cas, c'est de comprendre que dans tous les cas de figure, et bien sûr, surtout chez les patients à risque, on va le voir, il faut toujours privilégier l'élimination de la plaque bactérienne, l'accessibilité, et que souvent, quand il y a trop d'implants,
on est confronté à la présence de l'existence de proximités implantaires qui viennent contrarier cette accessibilité. Donc, en ce sens, c'est vrai que ça ne sert à rien d'avoir plus d'implants qu'il n'en faut pour assurer une bonne stabilité biomécanique. Mais je pense que le nombre d'implants que l'on va placer chez nos patients vont d'abord être déterminés par l'aspect mécanique des choses. Comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, et on n'insistera jamais trop là-dessus, je suis moi très convaincu que les patients parodontaux ne peuvent pas être traités comme les patients en bonne santé. Ça m'a donc amené à l'occasion du congrès Europério 9 à Amsterdam de faire une étude sur mon propre exercice. Et j'ai donc choisi d'analyser la situation d'implants Astra. Volontairement, je n'ai choisi qu'un seul système implantaire qui avait été placé de 2007 à 2012 dans mon cabinet, avec un suivi à 5 ans, ce qui veut dire que les résultats que j'ai pu collecter concernent un recul de 5 à 9 ans. Sur presque 1500 implants qui concernent presque 500 patients, le premier constat que j'ai fait, et je crois que c'est très proche de la réalité de tout le monde, c'est que la moyenne d'âge de mes patients implantés, c'est 57,7 ans. On sait aujourd'hui que l'âge est aussi un facteur de risque important qui peut influencer la susceptibilité à l'infection. Ce que j'ai pu constater aussi au travers de cette étude, malheureusement, c'est que j'ai dû éliminer dans mon étude presque 40% des patients qui avaient été analysés et inclus au départ. Pourquoi? Parce qu'il y en a 40% qui n'ont pas respecté rigoureusement les règles de maintenance, c'est-à-dire que pendant 5 ans, je n'ai pas pu les revoir. Et on sait aujourd'hui qu'en implantologie, comme dans les autres disciplines de l'odontologie, la fiabilité à long terme des résultats est avant tout dépendante du respect des règles de maintenance. Toujours est-il que sur 5 à 9 ans, j'ai pu évaluer exactement quel était mon exercice en tant, bien sûr, que cabinet de parodontologie qui travaille avec des praticiens référents. Il s'avère que je n'ai que 14% des patients implantés chez moi que l'on a pu considérer comme étant des patients sains. Et c'est vrai que ça correspond aux chiffres que l'on connaît aujourd'hui au travers de la littérature sur les causes d'extraction des dents chez l'adulte. Il a été démontré depuis très longtemps qu'il y a 85% des dents extraites chez l'adulte qui le sont à la suite d'accidents infectieux majeurs, en particulier l'évolution de maladies parodontales. Ça veut dire que les patients sains, qui servent souvent de modèle à l'industrie pour promouvoir leur système ou leur technique, ne concernent que 14% de notre recrutement. J'ai 61% des patients traités à mon cabinet qui présentaient au départ une parodontite modérée et j'ai 24% des patients qui présentaient une parodontite sévère. Si on regarde maintenant les résultats, on constate chez les patients en bonne santé, et c'est vrai qu'une fois de plus, le chiffre est très restreint dans mon exercice, je n'ai pas de périimplantite. Je n'ai qu'une seule périimplantite que je vais vous montrer, qui est un cas très particulier, mais on peut considérer aujourd'hui que chez le patient en bonne santé, la périimplantite est un incident extrêmement rare. Et le seul cas de périimplantite que j'ai rencontré, je vous le présente. On peut discuter, bien sûr, le travail prothétique qui a été réalisé dans ce cas. Vous voyez qu'à moins d'1 an après la pose de la prothèse, on est confronté ici à une perte osseuse importante autour de cet implant en situation d'incisive centrale. On élève un lambeau mucopériosté, on constate que l'on a du tissu de granulation, mais on a surtout ici un dépassement de ciment de scellement qu'on va donc devoir éliminer pour retrouver les conditions d'une bonne santé. On n'insistera jamais trop sur le fait qu'à chaque fois que l'on pourra, il faudra éviter d'utiliser des prothèses scellées et plutôt préférer des prothèses transvissées, déjà pour éviter ce genre d'incident que l'on va appeler sémantite, mais surtout pour pouvoir déposer la prothèse au moment du traitement de la périimplantite, parce qu'on sera beaucoup plus efficace dans le traitement en déposant la prothèse
qu'en devant travailler autour de cette prothèse. Toujours est-il que chez mes patients en bonne santé, je n'ai pas de périimplantite. Oui. Jean-Louis, j'ai des questions là, si tu veux, sur la maintenance. Comment peut-on suivre un nombre de patients aussi important, 500 patients en l'occurrence pour la maintenance, et la problématique aujourd'hui de ne pas avoir d'hygiéniste en France pour ce suivi? Je ne peux que non pas adhérer à la question parce que je n'y ai pas répondu, mais je suis entièrement d'accord. Un des gros problèmes que l'on a aujourd'hui dans un exercice de parodontie comme d'implantologie, c'est de ne pas pouvoir offrir ce service à nos patients. C'est la raison pour laquelle, dans mon exercice, j'essaie de me partager les contraintes de maintenance avec mes praticiens référents. Je ne verrai au cabinet en maintenance que les patients qui prennent des parodontites sévères, que la majorité des patients qu'on va traiter seront suivis au cabinet dentaire par leur praticien généraliste. Mais c'est vrai qu'on pourrait discuter longtemps, mais il ne faut pas transformer ce webinaire en réunion syndicale. Je veux dire, de mettre sur le marché des implants dans un pays où il n'y a pas d'hygiéniste dentaire, c'est sur le plan scientifique totalement aberrant. Ça ne peut pas marcher. C'est vendre des voitures de course dans un pays où il n'y a pas de pompe à essence et des nids de poules à chaque virage. Ça ne peut pas marcher. Donc, effectivement, on sait très bien que la longévité des traitements ne dépend avant tout que de la qualité de la maintenance et que le rôle des hygiénistes dentaires dans cette maintenance est déterminant. Si je reviens un peu à mon étude, on voit que chez les patients qui présentent une parodontite modérée, j'ai été plutôt agréablement surpris par mes résultats et j'ai que relativement peu de périimplantite chez ces patients. Je pense que ça, c'est le résultat que tout le monde voudrait pouvoir revendiquer. Une fois de plus, dans toutes les études dont on dispose sur la prévalence des maladies périimplantaires, il faut savoir que les seuls patients qui ont été analysés, ce sont les patients qui ont pu être suivis, c'est-à-dire ce sont les patients qui ont respecté la maintenance. On n'a aucune donnée chez les patients qui sont dans la nature. Et que c'est vrai que si on s'intéressait aux patients qui sont dans la nature, on aurait sûrement des chiffres de prévalence beaucoup plus importants. Ce que j'ai pu constater aussi au travers de cette étude, c'est que, puisque je me suis aussi intéressé aux patients fumeurs, que j'avais relativement peu de patients qui présentaient une parodontite modérée et qui avaient continué à fumer après le traitement de la parodontite, et que je constate que j'ai 52% des patients fumeurs qui, ayant continué à fumer, ont reçu des implants ostéo-intégrés qui ont présenté à 5 ans une périimplantite. À partir de ce chiffre, on peut confirmer que la consommation de tabac doit être considérée comme une contre-indication aux implants. Si maintenant je m'intéresse aux patients qui présentent une parodontite sévère, et là je vous demande de me croire, tous les patients qui avaient été inclus dans cette étude, pour la grande majorité, avaient techniquement été bien traités, du moins pour ce qui est de la partie chirurgicale. J'ai pu constater avec désarroi que chez ces patients qui présentent une parodontite sévère, malgré la maintenance, j'ai 34% de périimplantite, ce qui correspond à plus de 15% des implants, ce qui est un chiffre considérable si on a un exercice responsable et qu'on veut assurer les conséquences de nos actes. Et ce que j'ai surtout constaté, c'est que chez le peu de patients qui présentent une parodontite sévère et qui ont continué à fumer, et chez qui, moi, avec par erreur, j'ai accepté de mettre en place des implants, là, j'ai 75% de périimplantite. Donc, à partir de ce genre de chiffres, et ce n'est pas du tout en contradiction avec toutes les études dont on dispose dans la littérature, on peut considérer que la consommation de tabac est effectivement une contre-indication formelle à l'utilisation des implants ostéo-intégrés. OK ? Alors, Jean-Louis, là, j'ai une question là. Est-ce que Oui, tu Pascal. penses que les patients qui sont bien suivis, qui observent une maintenance rigoureuse, etc., les 34% qui présentent des périimplantites, est-ce que tu penses que c'est dû à des facteurs particuliers, des facteurs génétiques, des facteurs vraiment spécifiques du patient? Alors, pourquoi les maladies parodontales sont un facteur de risque majeur? À deux niveaux, bien sûr. D'abord, parce que la majorité des patients parodontaux sont des patients qui présentent des facteurs de risque généraux à développer une maladie parodontale. Ce dont on a déjà parlé, on sait que au travers de la littérature, que
pratiquement tous les facteurs de risque qui sont décrits en périimplantologie sont les mêmes que ceux que l'on connaît en parodontologie. Donc déjà, le profil du patient lui-même est déterminant. L'autre problème, bien sûr, c'est que l'on sait aussi que si la parodontite est mal contrôlée, on va avoir dans la bouche des dents qui subissent une évolutivité de leur maladie parodontale et que l'on sait aujourd'hui que par translocation bactérienne, à partir d'une dent malade, on peut contaminer un site périimplantaire. Ça veut dire que le suivi parodontal chez ces patients implantés, qui au départ étaient des patients parodontaux, est déterminant parce que si vous avez une récidive de la maladie parodontale, vous risquez à ce moment-là de développer une maladie périimplantaire. Donc, personne ne peut contester le fait aujourd'hui que tous ces patients parodontaux, qui une fois de plus sont la majorité de nos patients implantés, sont par définition des patients à risque à développer des maladies périimplantaires. Alors, est-ce qu'on peut, on peut extrapoler ce facteur de risque aux patients édentés complets pour des causes parodontales? Alors, c'est vrai que ça, c'est une polémique. Je ne voudrais pas trop perdre de temps à répondre à cette question parce qu'elle est complexe. Longtemps, on a considéré qu'un des moyens de limiter le risque infectieux autour des implants, c'était d'extraire toutes les dents chez les patients qui présentent des parodontites sévères, justement pour éviter ce problème de translocation. On sait aussi au travers de la littérature depuis très longtemps, et ça ne date pas des implants, que chez les dentés totales, on a certaines bactéries pathogènes, dont l'actinomycète, actinomycétem comitans, qui étaient toujours absents. Donc, on pouvait considérer qu'on avait moins de risques infectieux chez les dentés totales que chez les dentés partiels. Maintenant, il y a certaines études récentes qui ont été publiées, en particulier par le Hollandais Edgit van Winkelhoff, qui a bien montré que chez un édenté total, il y avait une survie des bactéries pathogènes pendant de nombreux mois, pour ne pas dire des années, après l'extraction de la dernière dent. Et que c'est une donnée qui est totalement contestée. Donc aujourd'hui, en pratique, je pense qu'il faut en tout cas imposer à nos patients édentés totales les mêmes contraintes de maintenance et les mêmes principes, appliquer les mêmes principes que chez les dentés partiels. Mais c'est vrai qu'il y a sûrement moins de risques de translocation bactérienne, c'est une évidence, chez les dentés totales que chez les dentés partiels. Là, Jean-Louis, on continue sur une question par rapport à l'infection du Covid-19. Oui. La prévôté là et l'origine sur l'orage, c'est Marcus qui pose cette question, cytokinique mortelle. Bon, je pense que c'est vraiment actuel, c'est peut-être difficile de répondre à ça. Non, ce que l'on sait, c'est que Prevotella intermedia, comme Performina gingivalis, fait partie des grandes stars de la parodontologie et que ce sont les bactéries que l'on va chercher à dépister et qui vont nous permettre de poser un diagnostic. Si on fait des sondes ADN chez nos patients autour des dents, c'est les bactéries qu'on va retrouver chez les patients parodontaux. C'est la seule chose que je puis dire. Maintenant, c'est vrai que ce que l'on raconte aujourd'hui, c'est extrêmement intéressant et c'est sûrement la raison pour laquelle effectivement, la prise d'antibiotiques peut avoir un intérêt dans le traitement, dans le traitement du coronavirus, mais j'en sais bien sûr pas du tout plus. La seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ouvre une petite parenthèse, on en reparlera tout à l'heure sûrement. Moi, il y a des années que mes amis scandinaves m'ont conseillé de prescrire du Zitrovax dans le traitement parodontal, et donc la zitromycine en parodontologie dans les pays scandinaves a été utilisée depuis déjà de nombreuses années. C'est la seule chose que je puis dire sur le sujet. Sûrement pour ça. Et on revient sur une question de Jean-François là, pour les fumeurs. Est-ce qu'il faut s'arrêter de fumer combien de temps avant de poser des implants? C'est quoi un fumeur pour toi? Combien de cigarettes par jour? Ça, c'est une limite pour moi, un fumeur. C'est très difficile parce que quand un fumeur vous annonce 5 cigarettes, vous ne savez jamais s'il ne va pas en fumer 10 quand même. Donc, ce qu'il faut bien comprendre chez le tabac, c'est que le tabac, comme en parodontie, il intervient à deux niveaux. D'abord, il intervient avant tout par son influence sur la cicatrisation. Le phénomène d'ostéointégration, c'est un phénomène de cicatrisation. Donc, le tabac va avoir un effet néfaste sur l'ostéointégration. Ça a été démontré par toutes les études de Los Angeles et d'autres depuis très longtemps. Et puis après, il va avoir aussi une influence sur la réponse de l'hôte à l'infection, comme en parodontie. Et c'est ça qui nous intéresse en périimplantologie, c'est le fait que les patients fumeurs qui sont porteurs d'implants vont être plus susceptibles à l'infection. Donc, te dire ce qu'il faut leur recommander, à part les accompagner dans la cessation du tabac, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. C'est vrai qu'il y a un vrai problème de responsabilité. Est-ce qu'on a le droit, est-ce que l'on peut accepter de mettre en place
des implants chez un patient fumeur? C'est une vraie question qu'on peut se poser, en particulier chez ces patients qui présentent une parodontite sévère. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que chez moi, et une fois de plus, j'ai peu de patients sains, je ne pense pas pouvoir dire que la consommation de tabac ait eu une influence chez mes patients sains porteurs d'implants ostéo-intégrés. OK. Pour ce qui est du traitement, puisqu'on s'est beaucoup influencé, on a beaucoup été influencé par la parodontologie pour déterminer l'éthiopathogénie des maladies périimplantaires, pour faire de diagnostic, on va aussi subir cette influence pour déterminer les modalités de traitement des maladies périimplantaires. Comme les maladies parodontales, les maladies périimplantaires sont des maladies inflammatoires d'origine infectieuse. Ça veut dire que d'un point de vue thérapeutique, tous les traitements vont commencer par ce que l'on appelle une phase étiologique de traitement qui a comme objectif de contrôler l'infection. Et tout le monde est d'accord aujourd'hui pour dire qu'il n'y a aucun moyen mécanique, quel qu'il soit, qui permet de contrôler une infection. Ça veut dire que dans la phase initiale du traitement, il va falloir savoir mettre en œuvre des modes de thérapeutique anti-infectieuse efficaces. Mais on sait aussi que si on a le souci d'avoir des résultats à terme, il faudra savoir aménager localement les conditions pour les rendre plus compatibles avec la maintenance. Ce qu'on appelle la phase correctrice de traitement. C'est par exemple en parodontie et réduire une profondeur de poche, simplement pour faire que le patient soit plus efficace une fois qu'on a été capable de maîtriser l'infection pour garantir la fiabilité du résultat. Et puis on sait que chez certains patients, et seulement chez certains patients, on va se fixer comme objectif de réparer et de reconstruire les tissus détruits, ce qu'on appelle la phase réparatrice de traitement. Et ce qui est très important au travers de cette diapositive de bien comprendre, c'est que ce principe chronologique est incontournable. C'est que dans tous les cas, chronologiquement, il y aura d'abord une phase étiologique, ensuite une phase correctrice et enfin une phase réparatrice, et qu'on ne peut pas envisager de faire de la chirurgie réparatrice, que ce soit autour d'un implant ou autour d'une dent, sans dans un premier temps s'être assuré qu'on est capable de maîtriser l'infection dans le temps. Donc on va, pour proposer nos thérapeutiques dans le traitement des maladies périimplantaires, utiliser exactement le même schéma et appliquer notre mode opératoire à ce mode opératoire des traitements des maladies parodontales. Bien. Si on est donc en présence d'une mucosite, c'est-à-dire qu'on a juste un saignement au sondage, dans un cas comme celui-ci, on va utiliser des moyens anti-infectieux les plus simples possibles qui vont d'abord et avant tout passer par une amélioration, bien sûr, de l'hygiène orale. Comme en parodontie, on ne peut obtenir aucun résultat chez le patient qui n'a pas été capable de démontrer son aptitude à maintenir une qualité d'hygiène orale optimum. Et chez nous, ça va d'abord et avant tout passer par l'utilisation systématique de brossettes interproximales autour de chaque implant. Et il faut accepter l'idée que pour prévenir l'apparition des mucosites, il faut que le patient soit capable de passer 3 fois par jour une brossette interproximale autour de chaque implant. Ça suppose bien sûr que la morphologie de la prothèse le permette systématiquement. C'est la raison pour laquelle les profils d'émergence, les embrasures, tout ce qui concerne le dessin de la prothèse elle-même doit suivre les mêmes principes que ce que l'on appelait autrefois la prothèse parodontale en denture conventionnelle. Il faut que le patient puisse passer systématiquement. En présence d'une mucosite, on va aussi utiliser beaucoup des agents anti-infectieux locaux. Et personnellement, ce que j'utilise chez moi en présence de mucosite, c'est cette solution de chlorhexidine à 0,5% que vous pouvez vous procurer en pharmacie et que vous pouvez instiller avec une petite seringue tout autour de l'implant qui va nous permettre de réduire considérablement l'inflammation autour des implants. On va pouvoir faire des débridements mécaniques ultrasoniques. On va utiliser de préférence aujourd'hui des curettes en titane plutôt que des curettes en plastique pour éviter qu'il y ait des débris qui viennent agir comme un corps étranger au fond du sulcus. On va bien sûr utiliser des instruments ultrasoniques et je vous recommande donc cet insert de chez Actéon qui est un insert en titane qui facilite considérablement l'accès. On va pouvoir utiliser aussi les aéropolisseurs et vous avez ici le système RNGO de EMS que je vous recommande aussi avec son insert en plastique jetable
qui va permettre de projeter de la poudre contre la surface de l'implant qui a été contaminée, de la partie transmuqueuse de l'implant qui est contaminée. Et c'est vrai que c'est un outil qui est surtout utile pour la prévention des maladies périimplantaires et que je vous recommande. Il faut savoir que dans cette indication, on va utiliser une poudre à base de glycine, contrairement à la poudre que l'on utilise conventionnellement avec un aéropolisseur. Et personnellement, j'ai l'habitude aussi d'utiliser dans le traitement des mucosites des antibiotiques locaux. La plupart des études dont on dispose concernent l'arestine, qui est un produit qui sont des microbilles de minocycline. Malheureusement, c'est un produit qui n'est pas commercialisé en Europe. Nous, on dispose d'un gel de minocycline qui est commercialisé par Sunstar, qui s'appelle j'ai oublié le nom, et que effectivement j'utilise chez moi très régulièrement dans mon exercice de parodontie. Quelle société, Jean-Louis, tu peux revenir sur le nom de la société qui distribue ce produit? Sunstar. D'accord. La minocycline. OK. Et bien sûr, chez tous ces patients, on va aussi prescrire des bains de bouche à la chlorhexidine, 0,10 ou 0,12%. Vous avez Paroex en France, vous avez tous les produits de la gamme de chez Pierre Fabre. Il faut savoir que chez Pierre Fabre, vous avez 3 concentrations. Vous avez le 0,05% que l'on peut conseiller pour la maintenance. Vous avez le 0,10% ou 0,12% pour quel le bain de bouche habituel, et vous avez le 0,2% dont je vous parlerai tout à l'heure. Il est évident… Oui. J'ai des questions sur les produits, sur la bétadine, la polyvidone et la parocline aussi, si tu peux nous… Alors, pour ce qui est des solutions, il y a bien sûr d'autres molécules que l'on peut utiliser, dont je vous parlerai tout à l'heure. Il y a les dérivés iodés, il y a la chlorhexidine qui est ici, il y a l'hypochlorite, bien sûr, et il y a l'oxygéné. Et que ce sont les molécules que l'on va préférer, surtout dans le traitement des périimplantites. Pour moi, dans le traitement de la mucosite, je préfère généralement me limiter à l'utilisation de la chlorhexidine, avec qui j'obtiens des résultats tout à fait satisfaisants. Ça s'appelle Parocline, hein, mon produit. Je suis désolé pour mes amis de chez Sunstar. C'est bien sûr le Parocline que je vous recommande très chaleureusement. Bien. Une fois de plus, on n'insistera jamais trop sur le fait qu'il est toujours bénéfique de pouvoir déposer la prothèse, y compris dans le traitement de la mucosite. Vous avez ici un cas tout à fait spectaculaire où, bien sûr, on peut expliquer l'apparition de la mucosite par la forme de contour de la prothèse. Vous avez ici une inflammation très importante, vous avez un saignement abondant au sondage. On va donc déposer la prothèse scellée pour pouvoir accéder efficacement, et on va aller jusqu'à déposer le pilier prothétique. Et en déposant le pilier prothétique, on constate effectivement que l'on est là encore une fois de plus en présence d'une sémantite où il y a eu un excès de ciment sur la face linguale, sur la face palatine. On ne pouvait donc pas le diagnostiquer radiographiquement, qui est sûrement à l'origine de cette mucosite qui est arrivée très précocement. Une fois de plus, si c'est traité précocement, c'est totalement anodin et on pourra éviter le passage de la mucosite à la périimplantite. Si par contre on laisse en place ce ciment au-delà de quelques mois, on va obligatoirement, comme dans un modèle de périimplantite expérimental, développer une périimplantite. Après ce traitement donc essentiellement non chirurgical, on va réévaluer. À ce stade, on va d'abord mesurer la profondeur de poche autour de l'implant concerné et on va surtout essayer d'évaluer les conditions muqueuses. On sait que si nous avons des profondeurs de poche qui vont au-delà de 4 mm comme en parodontie, il sera impossible de contrôler dans le temps l'infection. Donc, dans un cas comme celui-ci, effectivement, on va décider d'avoir accès à une intervention que l'on appellera chirurgie d'accès, parce qu'on est ici en présence d'une mucosite. Une fois de plus, il n'y a pas de perte osseuse, simplement pour venir décontaminer la surface transmuqueuse de notre construction prothétique et de notre implant. On va donc faire un lambeau d'accès qui va être très simple, par 2 petites incisions verticales. On va venir exposer donc notre partie transmuqueuse et là, on va utiliser des moyens très simples de décontamination. Quand on fait de la chirurgie ouverte, on va utiliser d'abord un aéropolisseur
Et dans cette indication, on peut utiliser une poudre plus abrasive à base de bicarbonate, qui est la poudre habituelle des aéropolisseurs. Et on va ensuite rincer avec de l'eau oxygénée à 5 ou 10 volumes. Et vous savez combien le cocktail bicarbonate eau oxygénée a fait depuis Paul Keyes la preuve de son efficacité donc en parodontologie. On va pouvoir repositionner notre lambeau et voici le résultat en termes d'inflammation qui est obtenu dans ce cas présent où on a stoppé l'évolution de la mucosite. De la même façon, il va falloir évaluer les conditions muqueuses. Au travers de nombreuses études maintenant, il a été démontré que plus qu'autour des dents naturelles, la qualité des tissus mous, la nature des tissus mous était importante et qu'il fallait en particulier éviter tout ce que l'on appelle défaut muqueux. Défaut muqueux, c'est-à-dire non seulement une faible hauteur de muqueuse ou une absence de muqueuse kératinisée, mais c'est présence de brides cicatricielles, de freins, d'absence de profondeur de vestibule, toutes ces conditions qui vont venir favoriser la plaque bactérielle, entraver la maintenance de la part du patient et donc favoriser l'apparition de ces maladies périimplantaires. C'est la raison pour laquelle, dans un cas comme celui-ci, pour éviter la récidive de notre mucosite et l'aggravation du problème, on va mettre en place une greffe épithélio-conjonctive très conventionnelle avec un prélèvement au palais, comme vous le voyez, qui va recréer des conditions plus efficaces autour de nos implants. Nous avons ici un résultat à 18 mois au sondage. Vous voyez que nous avons ici donc une profondeur de poche qui est tout à fait compatible avec le maintien d'une bonne santé grâce à ce contexte muqueux qui a été rétabli autour de notre implant malade. Donc c'est systématique, Jean-Louis, à la réévaluation, même si tu as plus de saignement, tu fais systématiquement une greffe épithélio-conjonctive. On ne fait jamais rien systématiquement, mais c'est vrai que le schéma thérapeutique, il est toujours le même. Et ça s'étend au-delà de la parodontologie. Dans un premier temps, il faut d'abord maîtriser l'origine infectieuse. On traite l'étiologie, on traite la cause du problème. Et dans un deuxième temps, on s'assure que l'on va avoir une longévité du résultat. On va recréer des conditions qui sont compatibles avec la maintenance. C'est ce qu'on fait tous les jours en dentisterie. On ne cherche pas uniquement à obtenir un résultat ponctuel à un moment donné, on veut aussi avoir un résultat durable. On sait que pour avoir un résultat durable, il faut avoir un contexte qui soit le plus favorable possible. Okay. Jean-Louis, est-ce que ce que tu dis n'est pas un peu en contradiction avec les recommandations de l'école suédoise, en particulier de Jan Wallström, qui ne recommandait pas systématiquement et rarement de faire des aménagements muqueux pour prévenir justement ce genre de problème, de mucosite ou de gingivite. Pascal, sache que j'ai énormément de respect pour Jan Wallström, qui est un homme remarquable et qui est celui qui a pris la suite de Jan Linde donc à Göteborg et qui a fait des études extrêmement rigoureuses et très sérieuses qui ont abouti à ces conclusions. Maintenant, la première étude qui a été faite sur le sujet, on la doit aussi à la même équipe, et il y a maintenant d'autres études sur le contexte muqueux périimplantaire qui sont venues contredire ces conclusions. La seule chose qu'il faut dire, c'est que, et là c'est un sujet qui est vraiment d'actualité parce qu'on vient de vivre ça avec les Marseillais, c'est un petit peu les oppositions qui peuvent opposer les chercheurs qui recherchent une rigueur de la recherche, c'est-à-dire qui travaillent avec des chiffres et qui tirent leurs conclusions de l'interprétation des chiffres, et les cliniciens qui ont une expérience clinique. Tout le monde est d'accord pour dire aujourd'hui qu'autour d'un implant, si on veut avoir un bon résultat, il faut un contexte muqueux qui soit favorable. Pourquoi ? Parce que dans toutes ces études, toutes les études scandinaves qui ont été conduites par Wallström, il y avait deux conditions de sélection des patients. C'est d'abord qu'on évite tout patient à risque. D'abord, il n'y avait pas de patient fumeur, pas de patient diabétique, il n'y avait aucun patient qui présentait des facteurs de risque généraux, d'abord. Et ensuite, on ne faisait des études qu'avec des patients qui présentaient un indice de plaque égal à 0. Ça veut dire qu'on ne peut accepter ce genre de résultats, de conditions, que si on est sûr que nos patients présentent un indice de plaque égal à 0. Et comme on l'a vu tout à l'heure en parlant des hygiénistes, c'est sûrement quelque chose d'un petit peu utopique en France. D'autant plus aussi que la plupart des études qui ont été réalisées par Wallström concernaient des dents naturelles et que les conditions d'inflammation autour d'une dent ne sont pas les mêmes autour d'une dent naturelle et autour d'une dent qui est porteuse d'une prothèse fixée à préparation périphérique. Ça veut dire que si on veut faire des comparaisons entre la parodontie et l'implantologie sur ce SEM, il ne faut pas comparer
dents naturelles et implants. Il faut comparer dents naturelles porteuses de prothèses à préparation périphérique et prothèses sur implant. Et là, on verra que dans une condition comme celle-ci, si on n'a pas un contexte muqueux optimum, il n'y a pas de discussion. Un des éléments majeurs, bien sûr, pour faire un diagnostic muqueux autour d'un implant comme une dent, c'est de dépister la mobilité, la stabilité des limites marginales de muqueuse. Ça veut dire que le mot gencive attachée, qui est aujourd'hui un mot banni en parodontologie, est plus que jamais d'actualité en périimplantologie parce qu'il faut avoir une bonne stabilité de notre muqueuse autour de l'implant pour garantir le fait que l'on n'aura pas cette mobilité de la limite marginale de la muqueuse quand on tracte la lèvre du patient. Bien. Dans la plupart des cas, les maladies périimplantaires sont asymptomatiques pour le patient. Ça veut dire qu'elles ne sont pas douloureuses, mais c'est vrai qu'on peut, dans certains cas, être confronté à un abcès périimplantaire qui va se manifester par de la douleur, par la présence d'une fistule ou d'un œdème, des saignements et une suppuration. Dans un cas comme celui-ci, et c'est la seule situation où on recommandera l'utilisation d'une antibiothérapie systémique. Ça veut dire que quand on traite une périimplantite qui est asymptomatique, qui est une parodontite chronique, on va dire, qu'on pourra appeler chronique habituelle, on évitera l'utilisation des antibiotiques, bien sûr chez les patients qui ne nécessitent pas une antibiothérapie pour prévenir une endocardite ou un autre problème. Donc, on ne va pas utiliser d'antibiothérapie. Il n'y a que dans cette indication qu'on associera à tous nos moyens de décontamination l'utilisation d'antibiothérapie. En présence d'un accident aigu, on va bien sûr faire des irrigations et là, on va pouvoir utiliser soit la bétadine, donc qui est la dérivée iodée dont je vous parlais tout à l'heure, soit l'oxygéné à 10 volumes. Moi, je peux vous recommander aussi le Daquin, que vous connaissez tous, qui est une solution à base d'hypochlorite qu'on peut aussi utiliser dans cette indication. Quand on est en présence d'un abcès, on va bien sûr y aller très gentiment, gently. Ça veut dire qu'on va simplement faire un débridement superficiel. Et là, je ne peux que vous recommander cet insert en plastique de chez Actéon qui est fait pour éliminer le tartre supramuqueux autour des implants. C'est un instrument qui est fragile, mais qui est extrêmement efficace. Pour ce qui est des antibiotiques, dans la littérature, on ne dispose d'éléments qui ne concernent que l'association des amoxicillides et du métronidazole, comme dans les cas de parodontites les plus sévères, mais je pense aujourd'hui effectivement qu'on pourrait associer à ce cocktail l'utilisation d'autres molécules, en particulier l'azithromycine. Pour ce qui est des bains de bouche, je ne peux que vous recommander l'utilisation de la chlorhexidine à 0,2% que l'on va prescrire pendant une semaine à notre patient, qui est sûrement le bain de bouche le plus efficace en termes de prévention de l'infection. Une fois de plus, comme dans le traitement de la mucosite, à chaque fois qu'on pourra déposer la prothèse, ce sera bénéfique. Mes photos ne passent plus, je ne sais pas pourquoi. Voilà, ça y est, OK. Voici un exemple clinique qui montre bien qu'ici, on a une mucosite, il n'y a pas de périimplantite, on a une inflammation très sévère, la patiente se présente une situation douloureuse, on va déposer la prothèse, on a ici un bridge qui est transvissé, et on constate que si on dépose aussi le pilier prothétique, on va retrouver tous ces amas sur le pilier prothétique, ce qui montre bien le problème des maladies périimplantaires. Ça, c'est la vraie réalité. Et si on n'est pas capable d'aller venir éliminer ces débris minéralisés ou non minéralisés sur tous les éléments prothétiques, on ne sera pas capable de maîtriser la situation. Ce n'est qu'un exemple clinique, bien sûr, qui montre bien l'intérêt qu'il y a dans le traitement des complications à pouvoir déposer les prothèses. Après avoir décontaminé et le site et bien sûr tous les éléments prothétiques, on va pouvoir réévaluer, ça c'est le résultat à 2-3 semaines, et là on va se retrouver confronté à l'existence d'une mucosite, et on va effectivement utiliser le même protocole, y compris ne rien faire d'autre, pour traiter cette mucosite. Maintenant, on peut aussi avoir des abcès, des accidents aigus dans un cas comme celui-ci. Nous sommes ici confrontés à une périimplantite, comme vous le voyez sur la radiographie. On a une fistule vestibulaire avec une suppuration et on va donc, après traitement par pure décontamination non chirurgicale, réévaluer et traiter ce site comme on va traiter une périimplantite. Ce qui m'amène donc maintenant à parler du traitement
proprement dit de la périimplantite. Comme je vous l'ai déjà dit, la périimplantite se manifeste par l'existence d'un saignement au sondage associé à une perte osseuse que l'on pourra diagnostiquer radiographiquement. En présence d'une périimplantite, on ne peut que vous suggérer cet arbre de décision que l'on a commis avec mon ami Stéphane Ranvert dans notre livre et qui essaie de résumer un petit peu quelle est la démarche thérapeutique en présence d'une périimplantite. Quand on diagnostique une périimplantite, dans tous les cas de figure, la première question qu'on va se poser, bien sûr, et là on pourra en débattre longtemps, est-ce qu'il faut garder l'implant? Ce que je peux vous avouer, c'est qu'aujourd'hui, dans mon exercice de périimplantologie, je reçois beaucoup de cas, souvent très, très catastrophiques, de patients qui présentent des périimplantites. Une fois sur deux, je vais prendre la décision de ne pas conserver l'implant. Donc, il ne faut jamais exclure, bien sûr, cette solution, comme effectivement, en parodontie, souvent, on est amené à devoir aussi extraire des dents. Si on décide d'être conservateur, dans tous les cas de figure, on va d'abord avoir une phase initiale non chirurgicale. Après cette phase initiale non chirurgicale, on va soit être satisfait du résultat et engager d'emblée le patient dans une processus de maintenance, soit évoluer vers une phase chirurgicale. Et cette phase chirurgicale aura certains objectifs que je vais vous détailler maintenant. Pour ce qui est de la phase non chirurgicale, en présence d'une périimplantite, on va toujours utiliser donc les mêmes procédés que ceux qu'on utilise dans le traitement de la mucosite et comme je vous l'ai montré dans le traitement de l'abcès périimplantaire, beaucoup basé sur l'utilisation des agents antimicrobiens. Moi, c'est ma molécule que je préfère, donc j'utilise énormément la bétadine. On va bien sûr faire un débridement mécanique et ultrasonique pour essayer de contrôler la situation localement. Et je ne peux que vous recommander aussi cet insert de chez EMS qui a été conçu pour travailler autour des implants. Mais c'est vrai que pour être efficace et pour accéder une fois de plus, il faudra pouvoir déposer la prothèse. Ça, c'est un élément déterminant. Si on ne peut pas déposer la prothèse, on sera extrêmement limité dans ce que l'on peut faire dans ce type de traitement. Oui. Une question sur les prothèses. Là, on va préférer visser ou sceller. Pour la dépose, bien sûr, nous, on préconise des prothèses vissées. Non, mais pour moi, c'est une évidence. Maintenant, je comprends que dans certains cas, il soit difficile d'éviter la prothèse scellée. Si on évite la prothèse scellée, il faut que le patient, le praticien ait prévu de pouvoir la déceler facilement. Donc, personnellement, moi, je demande toujours à mes praticiens qui font de la prothèse scellée de sceller provisoirement. Parce que pour moi, c'est une des limites pour pouvoir traiter les mucosites et les périimplantites. Traiter une périimplantite quand on ne peut pas déposer la prothèse, on est extrêmement limité dans ce qu'on peut faire. Pour ce qui est des bains de bouche, dans les phases initiales de périimplantite, je recommande l'utilisation de la chlorhexidine à 0,2%, à 0,12%. Excusez-moi, mon téléphone a sonné. Bien. Une fois de plus, comme on a l'habitude de le faire en parodontologie, moi en tant que parodontiste, j'ai passé ma vie à restructurer, à aménager la forme des prothèses provisoires autour des dents naturelles. On fait la même chose dans le traitement des périimplantites. Ça veut dire que quand on est en présence d'une périimplantite, on va déposer la prothèse et souvent on va être amené à aménager la morphologie de cette prothèse. Vous voyez un petit peu l'aberration de ce traitement. Vous avez un implant médian qui est exactement au niveau de l'embrasure. Ça ne sert à rien de vouloir faire des prothèses esthétiques dans les secteurs postérieurs chez des patients qui ne recouvrent pas. L'important, c'est que le patient puisse fonctionner et surtout qu'il puisse nettoyer efficacement pour maintenir un bon état de santé. Donc, une fois de plus, il va falloir ne pas hésiter à prendre une fraise pour aménager la morphologie de la prothèse, pour faire que le patient puisse accéder efficacement. Ça va être une phase essentielle dans le traitement initial de la périimplantite. Après, ce contrôle de l'infection par des moyens… Oui. Il te reste une demi-heure. Hein, une demi-heure. Aïe, ça va être chaud. Bon, je suis tellement bavard. Je vais très vite alors. Bien. Donc, quand on est en présent, après cette phase initiale non chirurgicale de traitement, on va réévaluer. Et là encore, on va mesurer la profondeur de poche. On va évaluer la nature des tissus mous périimplantaires. On va passer à la phase chirurgicale qui a comme objectif d'abord d'accéder aux surfaces implantaires, ensuite de réduire la profondeur de poche et, si possible, de réparer les tissus détruits. Pour accéder aux surfaces implantaires,
on va élever un lambeau mucopériosté, on va éliminer tout le tissu de granulation, on va utiliser des moyens mécaniques pour éliminer tous les dépôts minéralisés sur la surface de l'implant, dont cette brossette en titane qui a été conçue pour le traitement des périimplantites, et puis on va utiliser des moyens chimiques pour la décontamination de la surface. On verra ça en détail au travers d'un cas clinique tout à l'heure. Le deuxième objectif, c'est donc de réduire la profondeur de poche. Et quand on veut réduire une profondeur de poche autour des implants, on a deux moyens, comme en parodontie. Soit on fait un lambeau mucopériosté qu'on repositionne apicalement, soit on est capable de régénérer. Et qu'il faudra donc faire un choix entre ces deux techniques possibles. Et que pour faire ce choix entre ces deux techniques, on va prendre en compte deux éléments déterminants. Le premier, c'est la morphologie du défaut. On sait très bien, comme en parodontie, que si nous ne disposons pas de murs osseux résiduels, on ne pourra jamais faire de régénération. Ça veut dire qu'en présence d'une lise osseuse horizontale, on ne pourra faire que du repositionnement apical pour limiter nos ambitions à la réduction de la profondeur de poche. Si par contre on a des murs osseux résiduels, on pourra envisager de faire de la régénération osseuse périimplantaire. Mais l'autre condition déterminante qui va orienter notre choix thérapeutique, ce sont aussi les conditions muqueuses. Si on n'a pas de muqueuse kératinisée, il est évident qu'on ne pourra pas faire de régénération. Et que pour faire de la régénération, il faut disposer d'une bonne quantité, d'un tissu de bonne nature pour pouvoir recouvrir l'intégralité des mouvements, des matériaux que l'on va utiliser dans notre traitement. Alors pour ce qui est de la morphologie du défaut, on a dans notre livre avec Stéphane donc présenté cette classification en s'inspirant d'une classification en parodontie, et que l'on voit que si on a des murs, si on a 4 murs osseux, c'est-à-dire une lésion circonférentielle, on va pouvoir faire de la régénération périimplantaire, soit en utilisant de l'os autogène, soit en utilisant un substitut osseux simplement. Alors que si on a des défauts à 3 murs, une déhiscence osseuse, il faudra associer à l'utilisation de notre substitut, donc une membrane pour maintenir le substitut en place, et que si par contre on a un défaut à 2 murs, à 1 mur ou une lise horizontale, là il faudra renoncer à faire de la régénération. Ça veut dire que l'on va voir deux catégories de cas, et on va d'abord s'intéresser aux cas où on dispose d'une bonne hauteur de muqueuse kératinisée. Voici ce cas. Ici, on a une réaction inflammatoire de type hyperplasique importante avec une lise osseuse horizontale au niveau de ces 3 implants maxillaires chez ce patient. Dans ce cas présent, on va donc, après une phase non chirurgicale initiale, élever un lambeau mucopériosté, bien sûr recontourer la muqueuse. On va pouvoir objectiver ici le degré de perte osseuse. On voit qu'on a une perte osseuse horizontale associée à des déhiscences vestibulaires. On va décontaminer, aéropolisseur puis rinçage à l'oxygéné à 10 volumes. On va repositionner notre lambeau apicalement et on peut se satisfaire de ce résultat. On a été capable par cette technique de recréer un contexte satisfaisant autour de l'implant en préservant suffisamment de muqueuse kératinisée et surtout en faisant que le patient puisse nettoyer efficacement pour bien contrôler l'infection. Ça, c'est le résultat à 1 an. Il est bien évident que par cette technique de repositionnement apical, on va réduire la profondeur de poche, mais on ne va pas, bien sûr, reconstruire l'os qui est atteint. Là, j'ai une question de Jean-François qui dit que le docteur Kayat ne jure que par une implantoplastie sans ROG. Oui, je sais. On me l'a dit hier soir. C'est ce qu'il est venu raconter sur un webinar. On en reparlera si vous voulez tout à l'heure parce que je crois être un petit peu en retard. Mais moi, j'ai bien sûr essayé, comme tout le monde, l'utilisation des implantoplasties et que j'ai lu la littérature sur le sujet, en particulier toutes les études qui nous viennent d'Italie par un certain Romero qui a beaucoup travaillé sur le sujet, ainsi que Frank Schwartz, et que je n'ai pas du tout été convaincu. En tout cas, moi, techniquement et au travers de mon expérience, je ne suis pas du tout convaincu par l'intérêt de l'implantoplastie péropératoire. Maintenant, je vous parlerai tout à l'heure d'une autre indication de l'implantoplastie. Toujours est-il que dans un cas comme celui-ci, on n'a pas d'autre choix que de limiter nos ambitions à recréer les conditions d'un bon contrôle de l'infection. On retrouve ce patient à 10 ans, et vous voyez qu'à 10 ans, on a des profondeurs de poche assez spectaculaires autour de ces 3 implants maxillaires. J'en profite bien sûr pour mentionner que ce monsieur qui a un certain âge, on peut constater qu'il n'y a pas de demande esthétique, il n'y a pas de problème esthétique. De vouloir faire de la chirurgie esthétique chez un patient comme ce monsieur, c'est totalement aberrant, ça n'a
aucun intérêt. Pour moi, ça, c'est la meilleure conception prothétique que l'on peut utiliser avec les implants. Ça nous rappelle les prothèses suédoises du professeur Bradmark, où il y avait systématiquement des parties transmuqueuses qui étaient en titane, uniquement en titane lisse, et qui permettaient justement d'avoir le maintien de la meilleure santé des tissus mous. Donc, de faire de l'esthétique quand ça ne se voit pas, ça n'a aucun intérêt. Parce qu'une fois de plus, le grand challenge en dentisterie, vous le savez bien, c'est de concilier santé et esthétique, et que malheureusement, on fait trop souvent de sacrifices, on sacrifie trop souvent la santé au dépens de l'esthétique à tort. Quand on est confronté à un défaut à 4 murs comme celui-ci, là on a un défaut qui est tout à fait favorable. On va pouvoir utiliser donc soit de l'os autogène, soit un substitut osseux. Moi, bien sûr, le produit que j'affectionne, ce sont les hydroxyapatites d'origine bovine. C'est pour ne pas citer le Bios de chez Geisslich, qui est sûrement le produit qui est le plus utilisé au monde et avec lequel moi j'ai la meilleure expérience. On humecte ce Bios avec du sérum physiologique qui nous permet donc de faire un comblement efficace de notre lésion tout autour de l'implant. Et on va retrouver notre cas à 1 an et vous voyez que radiographiquement, on a eu un aspect qui est tout à fait satisfaisant. On a l'impression qu'on a obtenu une régénération. C'est évident que sans histologie, on ne peut pas garantir qu'on a une réostéo-intégration, mais cliniquement, on a obtenu un résultat. Vous voyez l'inflammation à 1 an qui est tout à fait satisfaisante autour de cet implant. On a sauvé cet implant. Quand on est confronté, comme ici, à une périimplantite associée à la présence de déhiscence vestibulaire, une fois de plus, c'est une situation qui est extrêmement fréquente, on va aussi pouvoir utiliser les techniques de régénération osseuse guidée en associant l'utilisation du BIOS et d'une membrane collagène. Cette membrane collagène, la BioGuide, étant simplement utilisée pour maintenir le BIOS en place. Là, on est très loin du concept de la régénération osseuse. La membrane, elle ne sert pas de barrière, elle sert simplement à impacter notre BIOS pour bien le stabiliser en place. Et pour stabiliser en plus notre membrane, comme vous le voyez ici, on va pouvoir utiliser des micropins en titane qui sont très faciles d'utilisation, toujours bien sûr en utilisant le même protocole. Dans un premier temps, traitement chirurgical, ouverture du lambeau, décontamination, utilisation du substitut, stabilisation du substitut et fermeture de notre lambeau. Dans un cas comme celui-ci, on décide plus pour se faire plaisir que dans l'intérêt du patient d'ailleurs, il faut bien le reconnaître, de faire une réentrée chirurgicale à 5 mois en prétextant la nécessité de déposer les micropins et on constate à cette occasion la qualité du tissu nouvellement régénéré que l'on obtient ici à 5 ans. On va pouvoir repositionner notre lambeau et voici le résultat final en fin de traitement. On a la chance d'avoir une patiente très fidèle qu'on va retrouver 11 ans plus tard. Il est intéressant, 11 ans plus tard, de constater que la seule dent où il y a une parfaite stabilité marginale de la muqueuse, c'est la dent qui a été traitée par régénération osseuse guidée dans le cadre du traitement d'une périimplantite, alors qu'au niveau des dents voisines, on a effectivement apparition de récession muqueuse qui montre bien que le meilleur moyen de traiter une récession, c'est encore de traiter d'abord la déhiscence osseuse. OK ? Alors à ce stade, Jean-Louis, tu peux te permettre des fois de faire une greffe épithélo-conjonctive ou un tissu conjonctif enfoui lorsque tu réinterviens? Alors, on peut effectivement essayer d'utiliser, c'est ce que l'on fait souvent en implantologie, des techniques de greffe de conjonctif enfoui. Il faut savoir que le greffe de conjonctif enfoui peut servir à faire des recouvrements dans des cas esthétiques. C'est vrai, on obtient des bons résultats. C'est surtout l'intérêt d'influencer le biotype muqueux. Et c'est vrai que si on a un biotype muqueux qui est très dense, c'est beaucoup plus favorable pour garantir une bonne stabilité des limites marginales. Mais on ne traite pas une périimplantite en faisant des greffes de conjonctif. Pour traiter la périimplantite, il faut effectivement réparer l'os qui a été détruit à cause de l'infection. Autre donc situation que l'on peut rencontrer, c'est une absence de muqueuse kératinisée. Et là encore, on va s'intéresser à 2 situations distinctes. Nous avons ici une absence presque totale de muqueuse kératinisée et nous sommes en présence d'une lisse osseuse horizontale à la mandibule. Dans un cas comme celui-ci, on ne peut pas faire de régénération osseuse. On n'a pas les moyens de faire de la régénération osseuse. Il faudra donc limiter notre ambition à réduire au maximum la profondeur de poche pour recréer les conditions les plus compatibles
avec la maintenance dans le temps. Et pour ce faire, on va utiliser une technique très conventionnelle de greffon épithélio-conjonctif qui aura été prélevé au palais, comme vous le voyez. On va utiliser un packing, un pansement chirurgical très compressif pour modeler la profondeur de vestibule pendant la phase de cicatrisation. Et on va retrouver notre site après cicatrisation ici à 3 mois. Vous voyez qu'on a un parfait maintenant vestibule qui va permettre aux patients de maintenir au mieux, de respecter au mieux les principes de contrôle de plaque. On a ici une morphologie qui permet l'accessibilité systématique des brossettes. Une fois de plus, par cette technique, on n'a pas réparé l'os, on a simplement recréé les conditions d'une bonne santé. On a sauvé les implants de ce patient. Et j'en profite d'ailleurs pour dire, on en parlera tout à l'heure dans la discussion, c'est qu'on a trop tendance à considérer que le traitement de la périimplantite, c'est la régénération. Non, le traitement de la périimplantite, c'est de traiter nos patients, c'est de sauver leurs implants. Le traitement de la parodontite, c'est pas de faire de la régénération. Le traitement de la parodontite, c'est de sauver les dents. On a exactement la même problématique en périimplantologie. Voici ici le résultat à 9 ans chez ce patient. Vous voyez qu'on a une parfaite stabilité, un bon contrôle de l'inflammation avec une réduction très stable de la profondeur de poche autour de ces implants. On peut être satisfait du résultat de ce traitement. Voici maintenant un autre cas un petit peu plus compliqué que j'ai déjà eu l'occasion de présenter souvent parce que ça a été publié par Geislich. Et vous avez ici une périimplantite sévère sur un implant mandibulaire associé à une absence totale de muqueuse kératinisée. Dans un cas comme celui-ci, on va, dans un premier temps, donc devoir aménager les conditions muqueuses sans trop s'intéresser au traitement de la périimplantite proprement dit, par la mise en place d'un greffon épithélio-conjonctif très épais dans cette zone-là, après dans des techniques de chirurgie muqueuse très conventionnelles, et après 2 mois, on va se retrouver dans cette situation de cicatrisation. À ce stade, après 2 mois de cicatrisation, on va pouvoir faire une deuxième phase chirurgicale en élevant un lambeau mucopériosté qui va nous permettre cette fois-ci d'objectiver la perte osseuse autour de ces 2 implants. Vous voyez que nous avons ici un défaut à 2 murs autour de l'implant mésial. Nous avons ici une déhiscence osseuse au niveau de l'implant distal. Et là, on va utiliser exactement le même protocole. Ça veut dire qu'on va dans un premier temps décontaminer, aéropolisseur, rinçage à l'eau oxygénée à 10 volumes. On va pouvoir mettre en place notre bios, comme vous le voyez ici, que l'on va stabiliser par la mise en place, comme vous le voyez ici, d'une membrane PureGuide qui est stabilisée elle-même par des micropins, un en mésial et un en distal. Et grâce à la greffe épithélio-conjonctive qui avait été réalisée précocement, on va pouvoir réenfouir l'intégralité, y compris dans la zone stratégique interproximale entre les 2 implants. Et grâce à la présence de cette qualité muqueuse, on va espérer le meilleur résultat en termes de régénération de notre défaut. Oui, oui, Jean-Michel. Pour décontaminer, on me demandait tout à l'heure l'utilisation du laser diode. Alors, il y a bien sûr beaucoup de gens qui préconisent l'utilisation du YAG laser en périimplantologie, surtout ceux qui disposent d'un YAG laser. C'est vrai que c'est sûrement un moyen de décontamination efficace, personne ne peut en douter, mais toutes les études ont montré que ça ne faisait pas mieux que les autres outils et qu'en tout cas, l'utilisation des lasers en lui-même ne peut pas être interprétée comme un concept de traitement des périimplantites. Souvent, c'est présenté comme un concept de traitement. Le YAG laser, ça n'est qu'un instrument parmi les autres, comme l'électricité, comme la lumière, comme un tas d'outils qui peuvent être utilisés pour essayer de contrôler l'infection, mais ça n'est pas un traitement proprement dit. Donc, on peut utiliser du YAG laser. Personnellement, je n'ai aucune expérience avec l'utilisation du laser. Et là, j'ai une question intéressante de Thierry qui me dit que ces implants, ce sont des implants lisses. Est-ce que tu as une approche différente avec des implants qui sont mordancés? Alors, c'est vrai que tous les cas que je vous montre ici, volontairement, je n'ai choisi que des cas sur lesquels j'ai beaucoup de recul dans le temps. Donc, sur des cas qui ont été placés à l'époque où on utilisait des implants de Bradmark à surface usinée et qu'on voit que sur ces implants, on a des périimplantites aussi sévères. Aujourd'hui, on n'utilise pratiquement plus que des implants à surface rugueuse, semi-rugueuse ou même pour certains des surfaces presque poreuses qui ont montré leur efficacité en termes d'ostéo-intégration. C'est vrai que la surface implantaire, c'est un élément important. Si vous le voulez bien, on en parlera tout à l'heure au moment de la discussion. Le gros problème dans le traitement de la surface rugueuse, c'est effectivement la décontamination. Parce que dans le traitement de la périimplantite, comme en parodontie d'ailleurs,
la phase importante du traitement, c'est le traitement de la surface implantaire. En parodontie, l'important, c'est le traitement de la surface radiculaire et que pour s'assurer du succès, il faut une parfaite décontamination et que c'est vrai qu'avec une surface rugueuse, c'est jamais très simple. C'est la raison pour laquelle, personnellement, moi, j'utilise beaucoup l'aéropolisseur en projetant une poudre à base de bicarbonate. C'est vrai que les systèmes galvaniques qui sont proposés aujourd'hui par nos amis allemands de Francfort paraissent efficaces. Je n'ai pas d'expérience avec cette méthode. Je n'ai vu que des résultats in vitro. Je n'ai pas vu de résultats in vivo qui soient vraiment convaincants, mais on peut espérer qu'on va trouver d'autres moyens, effectivement, de décontaminer cette surface implantaire. Donc, si on en revient à ce cas un petit peu extrême, oui. Jean-Louis, excuse-moi. Pour aller un peu dans le sens inverse, est-ce que il est prouvé, il me semble avoir vu 2 ou 3 publications montrant que quand on essaie de réparer donc un défaut osseux sur autour d'implants qui ont des surfaces rugueuses, est-ce que la régénération est meilleure sur des surfaces rugueuses que sur des surfaces lisses? Alors, il y a plusieurs études qui sont des études animales qui ont montré que la réosséointégration était meilleure sur des surfaces rugueuses que sur des surfaces lisses. C'est vrai qu'une fois de plus, on ne dispose pas d'histologie humaine parce que c'est un petit peu difficile d'aller déposer un implant qu'on a traité efficacement qui présentait une périimplantite. Donc, on n'a pas encore trouvé le modèle clinique qui nous permettait de le faire, comme toi, tu l'avais trouvé dans le SIDUS, et qu'on peut que se référer d'ailleurs à ton étude dans le SIDUS pour bien montrer qu'en utilisant du BIOS, on peut obtenir une formation osseuse le long de la surface implantaire. Ça nous permet de penser que l'on peut aussi obtenir une réosséointégration le long d'un implant qui a été contaminé puis décontaminé au cours du traitement. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'histologie pour ça. Toujours est-il qu'effectivement, on aurait de meilleurs résultats pour ce qui est de la réosséointégration avec les surfaces rugueuses. Et on a aussi d'ailleurs d'autres études, toujours animales, qui nous montrent qu'on a aussi des meilleurs résultats pour ce qui est de l'attache muqueuse obtenue sur les surfaces rugueuses. Jean-Louis, il nous reste 20 minutes. Bon, ça va aller très vite, mais ça va suffire. Donc, on va retrouver ce patient à 9 ans, et vous voyez qu'à 9 ans, malgré la situation initiale qui était assez pathétique, on a une bonne stabilité. C'est vrai que la prothèse, elle est toujours aussi moche, mais on a une profondeur de poche qui est tout à fait raisonnable et que ça va nous permettre de maintenir ces 2 implants en place. Alors, pour terminer, je voudrais vous présenter ce cas parce que j'aimerais bien insister sur le fait que, comme en parodontie, on ne fait pas que traiter des défauts, mais surtout on traite des patients et qu'il faut toujours tout rapporter au niveau du patient dans la mesure où on peut être confronté à des situations cliniques comme celle-ci, qui est le genre de patient que je reçois quotidiennement à mon cabinet dans mon exercice de périimplantologie et que je reçois à tâtonnes dans le cadre du diplôme universitaire d'implantologie. Cette dame, elle a 46 ans, c'est une jeune patiente, elle est coiffeuse à Paris et elle a des implants qui ont été placés en 2005 et la pauvre dame, elle n'a pas fini de rembourser l'emprunt qui lui a permis de payer les implants qu'elle a dans la bouche. Elle n'a pas de problème de santé, elle ne fume plus depuis 5 ans et comme vous pouvez le constater compte tenu de la morphologie de son sourire, il n'y a pas de demande esthétique de sa part. Cliniquement, elle se présente à ma consultation parce qu'elle présente un abcès au niveau de l'implant en situation de 22. On va donc d'emblée appliquer le protocole du traitement de l'accident aigu par une antibiothérapie et une décontamination. Et voici la situation après la première séance de décontamination. À ce stade, on va faire les examens et on peut constater pour cette pauvre patiente qu'elle a une périimplantite généralisée au niveau de tous les implants qui ont été mis en place, associée d'ailleurs à une parodontite qui n'a absolument pas été contrôlée et qui continue à évoluer. Manifestement, il y a des dents naturelles qui ne pourront pas être conservées. Je vous fais grâce de tout le plan de traitement chez cette patiente parce qu'il me faudrait une journée pour la présenter et on va se concentrer sur cet implant en situation de 22. Voici la situation en mars 2015 et voici la situation en novembre 2015. C'est la période qu'il nous aura fallu
non pas tellement pour préparer ce site, mais pour préparer l'ensemble de la bouche de cette patiente. Il y a des extractions dentaires qui ont dû être faites, il y a un tas d'autres soins dentaires qui ont été nécessaires, surtout dans le domaine de la parodontie, et que ça nous a pris quelques mois, comme vous pouvez le constater. Voici donc la situation clinique ici, après un traitement non chirurgical. On fait un examen Cone-Beam chez cette patiente. On peut constater que cet implant mésial, comme d'ailleurs tous les autres implants chez cette patiente, ont été mis en place en dehors de l'arcade et qu'il y a des déhiscences osseuses généralisées chez tous les patients, tous les implants de cette dame. Donc, on va décider chez cette patiente, effectivement, de traiter cette périimplantite. Et là, je vais vous présenter en détail toutes les modalités de traitement. Et vous voyez que déjà, on a pu, grâce à l'existence d'une prothèse transvissée, déposer la prothèse qui va nous permettre de faire un diagnostic efficace avec un sondage efficace. Voilà. On va utiliser notre sonde parodontale, comme vous le voyez, pour essayer de définir avec le plus de précision quelle est la morphologie du défaut. Et on va concevoir notre lambeau d'accès en essayant de préserver au maximum le peu de muqueuse kératinisée dont on dispose. Je vais essayer d'enlever les tronches là. Voilà. OK. Le peu de muqueuse kératinisée dont on dispose, parce que effectivement, il faut toujours penser à la façon dont on va pouvoir suturer notre lambeau. Cette phase de l'intervention, elle est déterminante parce que on va essayer de réaliser un lambeau d'épaisseur partielle pour éliminer tout le tissu conjonctif infiltré le long de la surface de l'implant qui était provoqué par l'apparition de cette périimplantite. Et c'est sûrement la phase opératoire la plus délicate. Vous voyez que les incisions verticales ont été placées toujours à distance de notre site d'intervention. Vous voyez qu'on va élever notre lambeau d'épaisseur partielle et maintenant, on va éliminer tout le tissu de granulation. On va bien sûr utiliser notre lame de bistouri et je préconise pour éliminer le tissu de granulation l'utilisation donc d'une pince-gouge, mini pince-gouge que vous voyez ici, qui permet effectivement facilement d'éliminer tout le tissu de granulation. Vous commencez à apparaître un petit peu. Ici, on voit apparaître un peu le degré de perte osseuse qu'il y avait autour de cet implant. J'insiste bien sur le fait que l'implant, bien sûr, n'a pu être conservé que parce qu'il ne présentait aucune mobilité. Un implant mobile, c'est un implant désostéo-intégré, c'est un implant perdu. Donc ici, on va pouvoir conserver l'implant parce qu'il n'y a pas de mobilité. Okay. Donc on élimine tout notre tissu de granulation et avec la pince-gouge et avec nos curettes de Grasset que vous voyez à droite. On va utiliser… C'est des curettes de Grasset particulières, le métal qui… Oui, ce sont des curettes de Grasset. Il y a plusieurs sociétés en France qui les commercialisent. Ce sont des curettes de Grasset qui sont en titane et qui sont conçues pour traiter les implants. On va rincer avec du sérum physiologique. Comme vous l'avez vu, on a dans un premier temps utilisé notre brossette en titane. Dans un deuxième temps, on va donc utiliser, après cette brossette en titane, on va utiliser l'aéropolisseur et dans un troisième temps, on va donc à chaque fois, en rinçant à chaque fois avec du sérum physiologique, on va utiliser l'air abrasion avec de la poudre au bicarbonate. On va préparer notre membrane et là, je ne peux que vous recommander pour le dessin de la membrane donc d'utiliser, comme je le fais habituellement, une pince à digue qui me permet de perforer la membrane. Bioga, qui, comme vous le savez, est relativement fragile. On va donc, après avoir préparé notre membrane, la mettre en place, comme vous le voyez. Et c'est à ce stade qu'on va pouvoir facilement mettre en place notre bios, comme vous le voyez, qui a été imprégné donc, de sérum physiologique. On peut discuter de l'utilisation de certains produits. Il y a d'autres produits qui peuvent être utilisés. Une fois de plus, c'est celui avec lequel j'ai le plus d'expérience. Et vous voyez qu'il se place relativement facilement. Bien sûr, parce que dans le secteur antérieur, il faut bien le reconnaître, quand c'est sur une molaire mandibulaire, c'est un petit peu plus compliqué. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui, dans les secteurs qui sont difficiles d'accès, je préconiserais l'utilisation du collagène bios plutôt que du bios lui-même, parce que c'est plus facile à mettre en place. Jean-Louis, excuse-moi.
Oui. Excuse-moi, Jean-Louis. Y a-t-il un intérêt quelconque à mettre de l'os autogène au contact de la surface implantaire? Alors, c'est vrai que dans le concept de la régénération osseuse périimplantaire, en particulier Denis Buser, il y a beaucoup d'auteurs qui ont proposé de mettre d'abord une couche d'os autogène, que souvent était un os qu'on pouvait utiliser à partir du forage, et de l'associer à l'utilisation du bios. Dans le traitement de la périimplantite, je ne le fais pas parce que j'évite d'avoir un autre site opératoire pour prélever ce bios. Et je ne suis pas très convaincu que ça fasse vraiment une grosse différence. C'est exactement comme les résultats qu'on obtient en particulier dans les évaluations de sinus. On sait aujourd'hui qu'on peut obtenir une réosséo-intégration le long de la surface de l'implant efficace uniquement avec le BIOS. Bon, là, on va Jean-Louis, stabiliser notre membrane. J'ai deux questions en même temps. Là, Victor me demande si c'était une régénération sur un défaut à deux murs, et Alain me dit, y a-t-il intérêt de mélanger le PRF avec le BIOS? Alors, je pense que oui, mais je n'ai pas suffisamment de recul sur cette technique parce que, une fois de plus, j'ai essayé de vous montrer des cas où j'ai plusieurs années de recul pour être plus démonstratif. Mais c'est vrai que pour moi, le PRF, c'est un outil supplémentaire. Et c'est vrai que personne ne peut discuter, bien sûr, la biocompatibilité du PRF et que de remplacer, par exemple, la membrane BioGuide par une membrane de PRF, ça peut avoir un intérêt. Par contre, je suis assez convaincu quand même que si on utilise du PRF, de toute façon, il faut l'associer à une hydroxyapatite et qu'on ne pourra pas obtenir de réparation osseuse sans qu'il y ait un tissu, sans qu'il y ait un produit minéralisé qui était utilisé dans le défaut. Et ça, ce n'est pas uniquement vrai dans le traitement de la périimplantite. Je pense que tout le monde est d'accord aujourd'hui pour dire que si on utilise du PRF, il faut aussi l'associer à du BIOS. Donc, vous voyez que chez cette patiente, on va refermer notre lambeau et grâce au bridge qui était transvissé, on va pouvoir remettre en place notre bridge comme vous le voyez et on peut constater que la patiente va repartir. Il nous reste 10 minutes. Avec son bridge, ok, ben on va être largement dans les temps, Pascal. Donc, elle va repartir avec son bridge, elle est très heureuse de cette intervention. Et bien sûr, pour ce qui est des soins post-opératoires, quand on utilise un substitut osseux, d'ailleurs une greffe autogène, on place systématiquement nos patients sous antibiotiques, essentiellement des amoxicillines. Il faut prescrire de la chlorhexidine à 0,12%. Et il faut surtout demander aux patients de brosser avec une brosse ultra souple à 7 centièmes. On va donc retrouver notre site opératoire ici à 10 jours. Et vous voyez la cicatrisation. Une fois de plus, on a une hauteur minimum de muqueuse kératinisée. On est ici en février 2016, c'est-à-dire 3 mois plus tard. Voici la radio de contrôle qui est réalisée à ce stade. Comme on veut se faire plaisir, on décide dans ce site de faire une réentrée chirurgicale pour venir déposer les micropins, qu'on retrouve ici. Et effectivement, à la dépose des micropins, on peut constater qu'on a l'ensemble du défaut qui est occupé par un tissu nouvellement régénéré de bonne qualité. Je vous dis tout de suite que c'est une période qui me paraît un peu trop courte, que c'est préférable de faire cette réentrée chirurgicale au-delà d'1 an après l'utilisation de la technique. Là, on l'a faite à 5 mois, c'est un peu tôt, mais on voit quand même qu'on a un volume et une qualité de tissu qui est tout à fait satisfaisante. On va repositionner notre lambeau. Ici, on a notre bridge qui est en place. On va suivre le cas, on est en mars 2016 ici, une semaine après cette deuxième intervention. Ici, on est 1 mois après la deuxième intervention. Et ici, on est 1 an après la deuxième intervention. Et voyant que la nature est en bonne mère, ici, on a effectivement un petit creeping attachement, un attachement rampant qui fait qu'on a une amélioration aussi de la situation sur le plan esthétique. Une fois de plus, la patiente ne découvrait pas de toute façon, mais c'est vrai qu'on ne peut pas se plaindre de cette évolution. Voici donc le résultat. Une question sur ce cas-là. Philippe me demande si on a intérêt à utiliser du BIOS collagène sur des cas comme ça. Alors, je pense que dans un cas comme celui-ci, ce n'est pas nécessaire d'utiliser du BIOS collagène parce qu'on a quand même une accessibilité qui est optimum et que compte tenu de la morphologie du défaut, je pense qu'il y a vraiment indication à utiliser une membrane. Le gros avantage du BIOS collagène, c'est que c'est plus facile de manipulation. Donc, dans les secteurs postérieurs, on pourra le recommander. Et surtout, ça nous évite d'utiliser une membrane. Une fois de plus, la membrane, elle est là pour maintenir le substitut. Donc, sans membrane, c'est mieux d'utiliser, bien sûr, on peut utiliser du BIOS collagène.
Mais c'est vrai que dans un cas aussi avancé que celui-ci, je ne te cache pas que j'aurais hésité à utiliser du bioscollagène, surtout qu'à l'époque, je n'avais pas l'expérience. C'est un cas qui a été traité en 2015. On est ici 4 ans plus tard, en 2019. Et vous voyez qu'on a une image radiographique qui est tout à fait satisfaisante. On a un contrôle de l'inflammation qui est satisfaisant. On a ici une profondeur de poche qui reste dans le verre. Donc, on peut considérer qu'on a rendu un bon service à cette patiente. Et c'est vrai, quand on voit l'ensemble du cas, une fois de plus, je ne vous montre pas les autres sites. On a fait la même chose au niveau de ces trottes implants. Ici, enfin, on a réalisé une technique de lambour positionné apicalement. On a sauvé les implants pour cette patiente. On a mis d'autres implants pour traiter les autres types des implants. On l'a débarrassé de sa parodontite qui était très agressive et très évolutive. Et je pense qu'on lui a rendu un bon service. Voilà. Et pour terminer, de Bruno là, qui me disait pour tout implant immobile, est-ce qu'il peut être sauvé? Dans quelle limite on pourra sauver ces implants qui sont immobiles? C'est ce que je voulais dire en conclusion au travers du dernier cas, parce que c'est vrai qu'on est quelquefois, comme dans le cas présent, amené à traiter des cas très limites. Il faut bien comprendre que pour nos patientes, des situations comme celle-ci, c'est vraiment pathétique. Cette patiente, elle a fait des sacrifices énormes pour avoir des dents fixées et pour ne pas avoir de plaques amovibles dans la bouche. Vous voyez que manifestement, ces implants, ils étaient mal partis et qu'on a réussi à faire qu'elle garde ses implants et surtout, on a gardé ses implants pendant toute la durée du traitement. C'est un traitement qui, obligatoirement, a duré plusieurs années. Ça veut dire que pendant toute cette période-là, on a pu maintenir ce bridge antérieur, ce qui était un énorme service qu'on a rendu à la patiente. Je vous dis tout de suite que c'est un énorme service aussi qu'on a rendu au praticien qui avait traité la patiente, qui nous l'a adressé, parce que les relations entre le praticien et le patient, elles étaient mal parties et que ça aurait pu déraper largement si on avait dû déposer tous les implants de cette pauvre patiente. Donc, effectivement, dans certains cas, on est amené à traiter des cas qui sont vraiment extrêmes. Et pour terminer, bien sûr, un clin d'œil, je voudrais vous montrer ce cas. C'est un monsieur qui est arrivé dans cette situation à mon cabinet. Il n'y a aucune mobilité. Il est très satisfait mécaniquement de ses implants. Il est même très satisfait de l'ensemble du traitement. Mais c'est son praticien qui est moins satisfait parce qu'il constate qu'il y a une perte osseuse galopante autour de ces implants Astra qui ont été mis à la mandibule. Manifestement, il y a trop d'implants, ce qui vient créer des proximités qui viennent contrarier l'accessibilité à l'hygiène. Dans un cas comme celui-ci, pour rendre service à tout le monde, et aux praticiens et aux patients, on va décider d'être conservateur. On va donc utiliser une technique simple de lambeau repositionné apicalement, toujours en appliquant les mêmes principes, en cherchant à décontaminer la surface implantaire. Ici, on est en présence de surface rugueuse. On va repositionner notre lambeau, comme vous le voyez. Voici la cicatrisation ici en environ 1 mois. Et à ce stade, on va décider d'associer à notre traitement une implantoplastie, simplement pour recréer des conditions optimum autour des implants. Pour moi, c'est ça l'indication de l'implantoplastie. L'implantoplastie ne va pas intervenir dans le traitement proprement dit de la périimplantite, mais il va participer à recréer localement les conditions les plus favorables pour la maintenance pour le patient, parce qu'on sait très bien que des surfaces rugueuses vont plus que des surfaces lisses, donc favoriser la rétention de la plaque bactérienne. Une fois de plus, voici le sourire de ce patient. Il n'y a aucun problème esthétique chez ce monsieur. Là, je pense qu'on lui a rendu un vrai service. Il s'avère que je n'ai pas de radiographie qui soit plus ancienne, mais je crois savoir que ces implants sont toujours en place par son praticien. Je ne l'ai pas revu depuis et je regrette de ne pas l'avoir revu depuis parce que je pense qu'une fois de plus, c'est la qualité de la maintenance qui va garantir la fiabilité des implants, surtout chez le patient parodontal, et que ça sera d'ailleurs ma conclusion. Si le meilleur traitement de la périimplantite aujourd'hui, c'est encore d'éviter la périimplantite par une prévention efficace, c'est-à-dire par une maintenance qui soit la plus efficace possible. Pour terminer, je voudrais associer, avant de répondre à toutes vos questions, les amis du diplôme universitaire d'implantologie de Corté, que vous retrouvez ici, en particulier Jean-Paul Mangion, qui a participé à la réalisation de la vidéo que vous avez vue, et je suis prêt à répondre, mes chers amis, à toutes vos questions. Y a-t-il donc des questions sur le traitement des périimplantites? Je vais essayer de retrouver mes camarades ici. Oui, voilà. Tu peux nous traduire ce que tu as écrit là, parce qu'on ne comprend pas bien là.
C'est un vrai pinsout. Donc, je vous remercie tous mes amis pour votre gentille attention. Bien. Jean-Louis, avant de nous quitter, j'ai peut-être une question qui me travaille un petit peu. Est-ce que dans les sites que tu régénères comme ça, en utilisant la régénération guidée, qui associe donc une membrane collagène résorbable à une hydroxyapatite bovine, est-ce que tu n'as pas peur de risquer, d'avoir un accroissement du risque de récidive de la périimplantite, donc sur un os régénéré? C'est bien sûr une très bonne question et c'est un petit peu difficile d'y répondre. C'est vrai qu'on a relativement peu d'études qui permettent qui ont d'abord cherché à documenter des périimplantites sur un os régénéré. Tu en as parlé dans ton webinaire parce que au niveau du sinus, c'est une situation qui fait partie des complications du traitement de l'élévation de sinus, donc par élévation de sinus. Donc c'est vrai qu'on voit des pertes osseuses qui sont assez fulgurantes dans un os qui a été régénéré. Et on sait aussi, tu l'as montré, que l'on pouvait aussi réparer ces défauts dans ces sites sur un os régénéré en utilisant la même technique. Je crois pouvoir dire qu'il n'y a pas beaucoup de différence quant à la fiabilité du traitement. Peut-être qu'on aurait de meilleurs résultats sur un os régénéré que sur un os pristine, je ne sais pas. Mais c'est possible, ce n'est pas impossible en tout cas. Jean-Michel, tu as d'autres questions des participants? Oui, excusez-moi. Donc, j'ai une question de Richard qui me demande, la réponse n'a pas été claire sur le recul qu'on a sur les surfaces rugueuses confrontées avec les surfaces lisses. Ah, bon. C'est effectivement un débat majeur et vous faisiez référence hier à notre ami Philippe Cayat. C'est vrai que Philippe, aujourd'hui, il utilise des implants hybrides, enfin mixtes, on va dire, qui ont une partie lisse et une partie rugueuse, simplement justement en prétendant prévenir l'apparition des périimplantites. Pour moi, je pense que ce n'est pas un faux problème, mais je vais vous donner ma vision des choses. Les gens qui ont fait la promotion des surfaces, du retour aux surfaces 6 sont des gens qui avaient une grosse expérience avec les implants Bradmark de première génération, donc le MK3 en surface lisse, et qui avaient eu beaucoup de désillusions quand Bradmark est passé de sa surface lisse aux taille unite et qu'on constatait qu'ils avaient beaucoup plus de périimplantites avec le taille unite qu'avec la surface lisse. Pourquoi? Parce que Bradmark avait changé l'état de surface sans changer le dessin de son implant. Ça veut dire que, effectivement, par définition, l'utilisation d'un implant à connectique hexagone externe va obligatoirement aboutir à une perte osseuse initiale qui est consécutive à l'aménagement de l'espace biologique. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Albrechtson, au départ, avait considéré qu'il était normal de perdre 1,6 mm la première année de mise en place d'un implant autour d'un implant, et que si cette perte osseuse initiale aboutit à une exposition de la surface rugueuse, là, il y a une progression assez fulgurante de la périimplantite. Oui, c'est vrai, une surface rugueuse ne peut pas être exposée. Et il ne faut pas que la surface rugueuse soit exposée. Si la surface rugueuse est exposée, on va avoir une progression très rapide de la périimplantite. Ça a été démontré en particulier par les études de notre ami Jean-Pierre Albouy sur l'animal, qui a effectivement comparé la progression de la périimplantite sur ces surfaces lisses et des surfaces taille unite et qui a montré que la progression était beaucoup plus rapide sur le taille unite. Une surface rugueuse ne peut pas être exposée. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser de surface rugueuse, parce qu'à contrario, on sait que la qualité de l'ostéo-intégration est meilleure avec les surfaces rugueuses, et on sait aussi pour nous que dans le traitement de la périimplantite, on aura de bien meilleurs résultats en termes de réostéo-intégration avec les surfaces rugueuses qu'avec les surfaces lisses. Donc oui, là, donc, tu as répondu à deux questions, celle du Guette qui me demandait aussi sur l'histoire de surface et de Philippe. Et donc, si, pour conclure, si à la fin de ta reconstruction, tout ça, il te reste des spires exposées rugueuses, qu'est-ce que tu vas faire pour la maintenance? Alors justement, c'est dans le cas que je viens de montrer ici. Si
Après avoir traité ma périimplantite, je constate que j'ai une récession qui aboutit à l'exposition de surface rugueuse. Là, je n'hésiterai pas à réaliser une implantoplastie pour éliminer cette rugosité. Maintenant, ce que je peux vous dire aussi, je ne vous ai pas montré de cas, mais j'aurais pu le faire, mais je n'ai pas assez de recul là-dessus, c'est qu'on peut faire une implantoplastie aussi par addition. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'en utilisant une fraise qui va venir tailler le titane, on va faire notre implantoplastie. S'il s'agit simplement d'aménager la surface exposée de l'implant, on peut très bien y apposer un composite qui va faire qu'on va retrouver autour de notre implant une morphologie qui sera plus compatible avec la maintenance et qui permettra au patient d'éliminer la plaque. Bien, écoute, Okay. c'est parfait. Merci beaucoup Jean-Louis, c'était parfaitement dans les temps. Alors, je voudrais te remercier et te féliciter pour cette présentation qui a été très synthétique, mais néanmoins très, très, très complète. Et d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi il te faut une journée complète. Ah oui, franchement, je me suis régalé, moi aussi. Dans le cadre du DU, pour parler du même sujet. Hein. Non. Mais parce que dans le DU, on va plus loin, on va beaucoup plus loin, et puis on parle surtout d'autres facteurs qui sont plus importants. Pour moi, le plus important dans ce sujet-là, ce sont les facteurs de risque et comment on peut prévenir les périimplantites justement en évitant les facteurs de risque locaux. Je crois que c'est ça le sujet vraiment important dans la périimplantite. Non, merci Jean-Louis, moi aussi, bravo très encore. clair pour merci moi. pour votre confiance et pour notre amitié. Et puis merci surtout à tous les auditeurs. Et je voudrais saluer certains de mes copains qui m'ont envoyé un petit SMS ce matin pour me dire qu'ils seraient là. Je ne peux pas les citer parce que ça serait malvenu, mais je les embrasse très chaleureusement en tout cas. Voilà, en tous les cas, donc merci encore. Et donc, je vous donne rendez-vous le 28 avril pour la présentation de Giancarlo Bianca, qui fait partie de notre équipe aussi, et qui sera consacré à l'utilisation des ostéotomies tegmentaires dans le traitement de la mandibule postérieure atrophique. Voilà, à bientôt et prenez soin de vous. À bientôt. Merci à tous. Restez bien cachés. Hein. Je vous embrasse.